Imaginez un homme au cœur de l'une des crises les plus tumultueuses du XXe siècle. Un homme dont les décisions ont façonné le destin d'une région entière, plongé dans la guerre, l'intrigue internationale et les ambitions coloniales. Moïse Tchombe, un nom qui évoque à la fois le pouvoir, la trahison et la lutte pour l'indépendance. Monsieur le Premier ministre, vous avez proclamé l'indépendance du Katanga le 11 juillet. Depuis, aucun gouvernement, ni belge, ni étranger, n'a reconnu l'indépendance du Katanga. Est-ce que vous maintenez cette indépendance? Notre position est ferme, comme je l'ai encore dit il y a 3 jours. Nous maintenons absolument l'indépendance du Katanga. D'ailleurs, c'est la seule façon, n'est-ce pas, de sauver ce qui reste à sauver dans le reste du Congo. Si tout le monde, si les Occidentaux comprenaient, n'est-ce pas, ce que nous avons, ce que nous voulons nous autres, les Katangais, je crois qu'ils pourront sauver le reste du Congo. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire complexe et controversée de Moïse Tchombe et l'État du Katanga. Une sécession qui défia les autorités centrales de la République du Congo, 2 semaines à peine après l'indépendance du pays. Mais qui était vraiment Moïse Tchombe? Quelles forces politiques et économiques l'ont propulsé sur le devant de la scène? Et surtout, pourquoi son nom est-il lié à la mort tragique de Patrice Lumumba et à la répression sanglante de la rébellion katangaise? À Elisabethville, le numéro 1 de l'actualité internationale, assiégé de coups de téléphone, de télégrammes, le président Tchombe assiste impassible au déroulement de ce qui est déjà l'affaire Lumumba. Non, je ne me suis jamais occupé de lui. Quelles peuvent être, à votre avis, les répercussions au Congo et singulièrement au Katanga à l'annonce de la mort de Patrice Lumumba? Comme vous savez, n'est-ce pas, au Katanga, les gens ont fêté. La majorité a fêté. Les Baluba ont été d'ailleurs découragés. Restez avec nous pour découvrir l'histoire d'un homme, d'un État et d'un conflit dont les répercussions résonnent encore aujourd'hui. Un récit où l'ambition rencontre la politique internationale et où l'histoire est écrite à travers le sang et le pouvoir. Moïse Tchombe est né le 10 novembre 1919 à Musumba, au Congo belge. Il vient d'une famille aristocratique de l'ethnie Lunda. Les Lunda sont une population de langue bantou d'Afrique centrale et australe, vivant dans le sud de la République démocratique du Congo, dans le nord de la Zambie et dans l'est de l'Angola. Moïse est le fils d'un homme d'affaires, Joseph Kamba Tchombe, premier millionnaire africain de l'époque coloniale belge, aîné de 11 enfants et descendant direct de Mwata Yomvo, ou premier empereur des Lunda. Moïse Tchombe fait ses études dans une école des missionnaires américains méthodistes dans la province actuelle du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga est une province de la République démocratique du Congo. Il se situe au sud-est du pays, à la frontière avec la Zambie. L'administration coloniale lui refusa l'autorisation d'aller poursuivre des études supérieures à l'étranger, comme l'avait prévu son père. C'est ainsi qu'il fut contraint de poursuivre des études supérieures de comptabilité par correspondance au Canada. Dans les années 1950, Moïse Tchombe développa une chaîne de magasins au Katanga. Quelques années plus tard, Moïse Tchombe s'implique en politique et fonde en 1958 un parti politique qu'il va appeler Konaka, la Confédération des associations tribales du Katanga. Avec ce parti, il commence à prôner un Katanga indépendant. Le parti Konaga de Moïse Tchombe commence à se faire connaître. Aux élections législatives de 1960, la Konaga obtint ses meilleurs résultats dans son fief, la province du Katanga. La République démocratique du Congo devint indépendante et Tchombe ainsi que le Konaka déclarèrent la sécession de la province du reste du Congo le 11 juillet 1960. De graves troubles éclatèrent alors. Les Katangais se mirent à chercher les immigrés Kasaï de l'ethnie Luba que l'administration coloniale avait fait venir pour travailler dans les mines. Il y eut de nombreux morts. Moïse Tchombe fut élu président de Katanga en août 1960, annonçant dès sa nomination, « Nous faisons sécession du chaos », en référence aux troubles apparus dans le pays dès la proclamation de l'indépendance. Certains analystes estiment d'ailleurs que Tchombe a proclamé la sécession parce qu'il n'était pas inclus dans le gouvernement de Patrice Lumumba. Souhaitant maintenir des liens privilégiés avec la Belgique, notamment avec l'Union minière du Haut-Katanga, Tchombe demanda au gouvernement belge une aide pour constituer et former une armée katangaise.
Il reçut un soutien important de l'ancienne métropole coloniale, ce qui conduisit à une détérioration notable des relations entre le nouvel État indépendant du Congo et le gouvernement belge. Monsieur le Premier ministre, vous avez proclamé l'indépendance du Katanga le 11 juillet. Depuis, aucun gouvernement, ni belge, ni étranger, n'a reconnu l'indépendance du Katanga. Est-ce que vous maintenez cette indépendance? Notre position est ferme, comme je l'ai encore dit il y a 3 jours. Nous maintenons absolument l'indépendance du Katanga. D'ailleurs, c'est la seule façon, n'est-ce pas, de sauver ce qui reste à sauver dans le reste du Congo. Si tout le monde, si les Occidentaux comprenaient, n'est-ce pas, ce que nous avons, ce que nous voulons nous autres, les Katangais, je crois qu'ils pourront sauver le reste du Congo. La France, cherchant elle aussi à exploiter les minéraux katangais, envoya à Moïse Tshombe le renfort du mercenaire Bob Denard et de ses hommes. Bob Denard, un mercenaire français. Le mercenaire français Bob Denard et les putschistes semblent avoir la situation bien en main. C'est l'instrument d'une prédation, le type d'exécutant qu'on envoie pour maintenir la prédation. L'homme de plusieurs coups d'État en Afrique et notamment dans l'archipel des Comores. Il s'appelle Bob Denard. Le jour où il me dira j'ai besoin de toi, je ne lui dirai jamais combien, où, pourquoi et comment. Robert Denard, dit Bob Denard, est un mercenaire français. Il est impliqué dans de nombreux coups d'État en Afrique de la période des indépendances vers 1960 jusqu'en 1995. En plus de l'aide du mercenaire Bob Denard, Moïse Tshombe bénéficia également du soutien des réseaux du gaulliste et secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines et malgaches, Jacques Foccart. Foccart est connu comme un des hommes de l'ombre du gaullisme. Il utilise toutes les méthodes pour contrôler ou étouffer l'opposition. Il s'emploie à être l'influent ami des chefs d'État, recourant aussi aux méthodes les plus brutales. Le premier ministre Patrice Lumumba et son successeur, Cyril Adoula, demandèrent de leur côté l'intervention des forces des Nations Unies pour préserver l'unité du Congo. Les Nations Unies répondirent favorablement à cette demande. Le premier ministre congolais, Patrice Lumumba, est arrêté en septembre 1960 à la suite de cette tension croissante avec le président Joseph Kasavubu et le chef de l'armée Joseph Mobutu. Peu après, il s'évade et tente de se rendre à Stanleyville pour y organiser un contre-gouvernement. Il est capturé à Port-Franqui le 1er décembre 1960 et placé en détention à Tisville. Les 12 et 13 janvier 1961, une mutinerie éclate dans la ville en raison de problèmes financiers. À Léopoldville, c'est la panique. On craint que la libération de Patrice Lumumba et son retour soit imminent. Le collège des commissaires demande alors à Kasavubu de transférer Patrice Lumumba dans un endroit plus sûr. Au nom du collège des commissaires, Kandalo insiste auprès du président Tshombe pour que Lumumba soit transféré au Katanga. L'ambassadeur belge au Congo informe son gouvernement et conseille de soutenir l'opération envisagée en insistant auprès des autorités katangaises. À cette époque, les gouvernements congolais et katangais sont encore en négociation et se sentent tous deux menacés par Patrice Lumumba et ses partisans. Le gouvernement katangais est d'ailleurs sous attaque de troubles lumubistes dans le nord Katanga. Une action commune contre Patrice Lumumba est donc dans leur intérêt. Finalement, le gouvernement congolais livre Lumumba au gouvernement katangais de Moïse Tshombe le 17 janvier 1961. Il meurt le soir même entre 21h40 et 21h43 selon le rapport d'enquête belge. Tshombe refuse de reconnaître sa responsabilité dans la mort de Lumumba, affirmant qu'il ne savait rien du transfert de Patrice Lumumba vers le Katanga et que ce dernier est décédé lors d'une tentative d'évasion. Concernant la première affirmation, la commission d'enquête belge de 2001 est catégorique. 3 déclarations du 18 janvier contredisent la version de Tshombe. Selon la commission, Tshombe a bien autorisé le transfert de Lumumba vers le Katanga, citant notamment une déclaration officielle katangaise confirmant l'accord du gouvernement sécessionniste. En ce qui concerne la seconde affirmation de Tshombe sur son absence d'implication dans la mort de Patrice Lumumba, la commission d'enquête indique d'abord que la reconstitution détaillée et illustrée des faits du 17 janvier est incertaine. Cependant, elle estime que plusieurs faits sont suffisants, clairs. À 16h50, l'avion transportant Patrice Lumumba atterrit. Entre 17h20 et 20h30, Lumumba et ses 2 compagnons sont enfermés à la maison Brouweuse, où il est certain qu'ils ont subi des mauvais traitements de la part de leurs gardiens, mais aussi du ministre katangais. Il est possible que le président katangais ait participé au sévice, même si aucune source ne le prouve.
Il semble cependant impensable qu'il n'ait pas vu les prisonniers dans la maison broueuse, du moins lors du départ des prisonniers vers le lieu d'exécution. La commission conclut que la décision d'exécuter Lumumba venait de Moïse Tshombe, mais elle mentionne aussi la participation de 4 représentants belges, partisans de la sécession katangaise. Le commissaire de police Frans Verschuys, le capitaine Julien Gatz, le lieutenant Michel et le brigadier Son. Vers 21h15, 21h30, Lumumba et ses compagnons arrivent sur le lieu de leur exécution. Ils sont tués par balle en présence du président Moïse Tshombe et de plusieurs de ses ministres. Patrice Lumumba meurt en dernier. Peu après la mort de Lumumba, les relations sont rompues entre le gouvernement congolais et katangais et la guerre reprend. Les Nations Unies mirent 2 ans à reprendre le contrôle de Katanga pour le compte du gouvernement congolais. En 1963, la prise de Katanga par les forces des Nations Unies contre Moïse Tshombe à l'exil vers la Rhodésie du Nord, actuelle Zambie, et plus tard vers l'Espagne. En janvier 1964, il entre en contact avec la revue belge Pourquoi pas et remet un récit signé et paraphé sur chaque page pour confirmer les détails de l'assassinat de Patrice Lumumba. La revue paraît le 31 janvier, mais elle est immédiatement retirée des kiosques et des librairies par les autorités belges en raison de son contenu jugé offensant à l'égard du président d'un pays ami. Ce numéro daté du 31 janvier 1964, dans sa version originale, est devenu rarissime. En novembre 1964, il est reçu à Paris par le président de Gaulle. Le soutien de Paris s'accompagne d'une campagne de presse en France, orchestrée par Jean-Marie Chaud-Beaupré, à la demande de Jacques Foccart, visant à présenter Moïse Tshombe comme le seul homme capable de restaurer la stabilité au Congo. En 1964, il est retourné au Congo pour rejoindre un nouveau gouvernement de coalition en tant que Premier ministre. Il prit la décision d'expulser de Kinshasa les Congolais de Brazzaville, les 2 capitales étant situées de part et d'autre du fleuve. Il négocia avec la Belgique la répartition des dettes publiques entre les 2 pays ainsi que le sort des participations dans les compagnies minières et autres sociétés coloniales. Un an plus tard, il fut démis de ses fonctions par le président Joseph Kasavubu. En 1966, Joseph Mobutu, qui avait évincé Kasavubu l'année précédente, accusa Moïse Tshombe de trahison. Ce dernier prit de nouveau la fuite, cette fois pour l'Espagne. Ce général, inutile de le présenter, Joseph Mobutu, sergent-chef avant l'indépendance, journaliste toujours de l'indépendance, puis d'un seul coup, colonel. Aujourd'hui, chef d'État, lieutenant général. Non seulement il a éliminé Kasavubu, mais aussi Tshombe. Entre Tshombe et Kasavubu, ça n'allait pas. Et à cause de ce conflit entre Tshombe, Premier ministre, et Kasavubu, président de la République, le sang congolais allait de nouveau couler. Alors, à la réunion du haut commandement militaire, on a décidé, n'est-ce pas, qu'il fallait écarter tous les deux pour éviter que le sang congolais ne coule de nouveau. Et on les a mis de côté et on les a remplacés par 2 militaires qui devaient coiffer les institutions. Et c'est ce qui a été fait. Est-ce que vous estimez que votre régime est une dictature, mon général? Mais on se trompe à l'étranger, loin du Congo, se trouvant à quelques milliers de kilomètres de ce pays, on écrit n'importe quoi sur notre chère République. Il n'y a pas de dictature ici. La population a accueilli avec beaucoup de joie la naissance du nouveau régime. Vous iriez donc jusqu'à dire que vous êtes un président comme un autre? Mais comme n'importe quel autre, puisque j'ai été approuvé à l'unanimité, j'insiste encore sur l'expression à l'unanimité par le Parlement national réuni en congrès. En mars 1967, un tribunal congolais condamne Moïse Tshombe à mort par contumace lors du procès Chipola pour avoir proclamé la sécession du Katanga, avoir aliéné l'indépendance économique du pays lorsqu'il était Premier ministre en signant les accords réglant le contentieux belgo-congolais, avoir constitué une armée de mercenaires et avoir maintenu la subversion au sein des unités katangaises de l'armée nationale congolaise dans le but de renverser le nouveau régime. Le 30 juin 1967, l'avion dans lequel il voyageait est détourné vers l'Algérie par une de ses relations d'affaires, Francis Boudena, qui travaillait pour le régime de Mobutu et la CIA américaine. Autant qu'il soit possible de faire la lumière sur ce genre d'affaires,
l'opération semble indéniablement l'œuvre de Mobutu et de ses services. Bernardin Mongol Diaka, ambassadeur à Bruxelles, a probablement été chargé de l'organiser, ce qu'il admettra plus tard, bien que de manière implicite. Francis Bodena, dans une interview pour Jeune Afrique, déclare d'ailleurs avoir agi sur ordre direct de Mobutu. Considéré comme le meurtrier de Patrice Lumumba, Moïse Tshombe est placé en résidence surveillée par le pouvoir algérien de Ouari Boumediene. Le régime de Mobutu demande son extradition, ce qui aurait vraisemblablement conduit à son exécution. Cependant, Boumediene refuse cette demande et déclare proférer un procès international. En juin 1969, toujours détenu, il meurt en Algérie, officiellement des suites d'une crise cardiaque. Mon général, est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu responsable des prises de pouvoir récentes par des chefs d'état-major dans 3 États de l'Afrique francophone? Responsable? Je veux dire par l'imitation de votre exemple. Je ne sais pas si tous ces collègues militaires me copient, mais s'ils ont pris certaines responsabilités chez eux, c'est qu'ils ont jugé que la situation était... le requérait. C'est ça justement, c'est ce qui peut-être s'est passé ici. C'est la fin de notre vidéo, merci et à la prochaine.